Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour Sophie. Bonjour Pierre. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où, vous le savez, nous abordons des sujets d'actualité, de santé et de prévention qui vous concernent au quotidien. Comme d'habitude, avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux d'Essentiel Pharma pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets très populaires à l'approche des beaux jours, la minceur, le surpoids et l'alimentation. Est-ce vraiment une bonne idée de se lancer dans un régime juste avant l'été, Sophie ? Effectivement, le printemps est souvent la saison des bonnes résolutions concernant notre silhouette et des mauvaises idées quand il s'agit de poids et de régime. Chaque année, c'est la même chose. On voit fleurir dans les magazines des promesses de perte de poids rapide, moins 5 kilos en 2 semaines. Mais ces méthodes fonctionnent-elles vraiment ? Alors, elles peuvent fonctionner, mais uniquement à court terme. Ces régimes hypocaloriques, souvent inférieurs à 1200 kcal par jour, engendrent une perte de masse hydrique et musculaire plus que graisseuse. Selon l'ANSES et leur rapport en 2010 sur les risques liés aux pratiques alimentaires déstabilisantes, 80% des individus reprennent le poids perdu, voire davantage dans les 2 ans. Ce qu'on appelle communément l'effet yo-yo. Un mécanisme de défense du corps, en quelque sorte. Exactement. Le corps réduit son métabolisme de base pour s'adapter à la restriction. Une fois le régime terminé, la reprise d'une alimentation normale entraîne une prise de poids rapide. Sans parler des carences nutritionnelles, de la perte de densité osseuse, de la fonte musculaire. Et dans cette logique, certains cherchent des appuis pour éviter l'effet rebond. Quels conseils peux-tu donner pour stabiliser durablement ? Il est intéressant d'accompagner toute démarche de perte de poids par des ajustements comportementaux durables. Gestion du stress, qualité du sommeil, soutien digestif par des fibres prébiotiques et un bon transit. Des actifs d'origine végétale peuvent aussi contribuer à une meilleure régulation de l'appétit, à la réduction de la rétention d'eau ou au confort hépatique, ce qui soutient les organes d'élimination naturels. Est-ce que cet engouement pour la minceur ne masque pas un véritable enjeu de santé publique, Sophie ? Tout à fait, Pierre. Selon l'étude d'Aubé-Piroche 2020, près d'un Français sur 2, soit 47,3%, est en surpoids, dont 17% en situation d'obésité. Chez les enfants, la prévalence est également en hausse. 18% sont en surpoids, dont 4% obèses. L'obésité est une pathologie chronique qui prédispose au diabète de type 2, aux maladies cardiovasculaires, à certains cancers et à une morbidité accrue. Ce n'est donc pas uniquement une question d'esthétique. Non, c'est avant tout une question de métabolisme et de physiologie. Et la prise en charge doit être médicale et pluridisciplinaire. Diététicien, médecin, psychologue, voire endocrinologue. Et certains outils peuvent-ils être intégrés pour soutenir ce suivi ? Oui, dans une optique d'accompagnement global, certaines formulations ciblées peuvent participer au métabolisme lipidique, à l'équilibre glycémique ou encore au confort digestif. Mais elles doivent toujours s'inscrire dans un régime encadré, jamais en substitution d'un suivi thérapeutique. Sophie, on entend beaucoup parler de manger équilibré, mais concrètement, que signifie cette notion ? Adopter une alimentation équilibrée, c'est choisir des aliments de qualité et les consommer en bonne quantité au bon moment de la journée. En effet, notre organisme a des besoins différents selon les phases de la journée. Il est important de tenir compte de notre horloge biologique interne. Pour un organisme en pleine forme, tant au niveau physique qu'intellectuel, la première règle est sans doute la prise de repas réguliers et complets. Concrètement, pour avoir une alimentation saine et équilibrée, voici les types de repas qu'il faudrait adopter. Un petit déjeuner rassasiant composé de glucides, c'est-à-dire les sucres, complexes, non raffinés. Exemple, pain complet au levain, flocons de sarrasin, d'avoine, de quinoa. Des graisses, purée d'oléagineux, beurre, huile de coco, amandes, noix, graines de chia, de lin. Des protéines, fromage, yaourt au lait de coco, fromage blanc ou lait de brebis, lait d'amande, d'avoine. N'hésitez pas à ajouter une portion de fruits frais et de saison. Cela augmente notre apport en fibres et en vitamine C dès le matin. Si vous vous levez tôt, prenez les portions de fruits un peu plus tard dans la matinée pour éviter la fringale. Et pour un déjeuner complet à index glycémique bas, l'objectif est de ne pas avoir faim 2 heures après le repas du midi. Pour cela, prenez un déjeuner composé de protéines animales et ou végétales, poissons, volailles, fruits de mer, viande, œufs, lentilles, pois chiches, quinoa, tofu. Incorporez des fibres et des glucides
des légumes, du riz complet, de l'avoine, du boulgour, des haricots rouges ou du sarrasin, ainsi que de bonnes graisses avec des huiles de qualité comme l'huile d'olive, de colza, de coco, de noix et de lin. Et pour votre collation de l'après-midi, on choisit des aliments bruts et riches en fibres. Des fruits frais oléagineux comme les amandes, noix de cajou, noisettes ou encore un smoothie à base de lait végétal. Et pour le soir, un dîner léger, des légumes associés à des féculents non raffinés, quinoa, lentilles, boulgour, riz complet, et assaisonné d'huile végétale. Apprenez à cuisiner simplement et sainement des produits frais de saison qui seront meilleurs au goût et de meilleure qualité nutritionnelle. Évitez les aliments préparés riches en sel et en sucre. On parle souvent du grignotage comme du fléau des temps modernes. Est-ce vraiment si néfaste, Sophie? Tout dépend de la nature et du contexte du grignotage. Une collation structurée comme un fruit et une poignée d'amandes peut être bénéfique. En revanche, le grignotage compulsif ou émotionnel, souvent riche en sucre rapide et en gras saturé, perturbe les signaux de faim et de satiété. Alors justement, peux-tu nous expliquer la différence entre sucre rapide et sucre lent? Les sucres rapides, comme ceux contenus dans les confiseries, les sodas ou les produits ultra transformés, provoquent un pic de glycémie suivi d'une chute brutale, ce qui peut favoriser le grignotage et les fringales. Les sucres lents, qu'on retrouve dans les céréales complètes, les légumineuses ou les légumes racines, ont un index glycémique plus bas et permettent une diffusion progressive de l'énergie. Ils favorisent une satiété durable et limitent les pulsions alimentaires. Mais alors comment distinguer une vraie faim d'une faim émotionnelle? La vraie faim s'installe progressivement et peut être calmée par n'importe quel aliment. La faim émotionnelle est soudaine, souvent orientée vers des aliments spécifiques et n'est pas calmée après ingestion. Mais alors, y a-t-il des astuces pour contrôler ses envies? Travailler sur le stress et la gestion émotionnelle est fondamental. Certaines techniques comme la cohérence cardiaque, l'aromathérapie ou même certaines plantes peuvent aider à stabiliser l'humeur et limiter les pulsions alimentaires. Un autre levier important est la réduction progressive des apports en sucres ajoutés. En diminuant la consommation de produits sucrés, comme les biscuits, les céréales industrielles ou les boissons sucrées, on rééduque le palais, ce qui réduit naturellement l'attirance pour le sucré. Cela permet aussi d'éviter les variations glycémiques brutales responsables de la fatigue et des fringales. Avant qu'on parle d'activité physique, un mot sur un sujet qui revient souvent, la cellulite. Est-ce que le massage lymphatique peut aider? Le massage lymphatique, en particulier le drainage lymphatique manuel, selon la méthode Voder ou sa version esthétique comme le palpé roulé, vise à stimuler la circulation de la lymphe et à réduire la rétention d'eau. Cela peut atténuer l'aspect de la cellulite, surtout lorsqu'elle est liée à un œdème ou à une mauvaise circulation. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un traitement miracle, mais c'est un bon complément à une hygiène de vie équilibrée. Il y a donc un intérêt pour celles et ceux qui veulent raffermir leur silhouette. Oui, d'autant plus qu'en améliorant la microcirculation, le massage lymphatique peut renforcer les effets d'autres approches comme une alimentation pauvre en sucre rapide, des soins topiques à base de caféine ou de lierre, et bien sûr une activité physique régulière. L'action est avant tout esthétique, mais elle participe au confort global en réduisant la sensation de jambes lourdes et en favorisant un drainage naturel. Le sport est souvent recommandé dans les stratégies de perte de poids. Est-ce vraiment efficace, Sophie? L'activité physique est essentielle, mais elle ne doit pas être considérée comme le levier principal. Elle contribue à la préservation de la masse maigre, à l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, à la régulation de l'appétit. Mais sans un rééquilibrage alimentaire, l'effet sur la balance reste modeste. Mais alors, quelles sont les recommandations officielles? L'OMS recommande au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, soit environ 30 minutes par jour. Cela peut être de la marche rapide, du vélo, de la natation et du renforcement musculaire 2 fois par semaine. Et pour les personnes qui cherchent à améliorer aussi leur silhouette? En complément de l'exercice, certaines routines locales, comme des massages drainants, l'application de textures raffermissantes riches en actifs végétaux ou des soins ciblés peuvent améliorer l'aspect de la peau et soutenir le retour veineux. Cela participe à un mieux-être global, même si cela ne remplace pas l'activité physique. Alors, peux-tu donner quelques exemples concrets à intégrer au quotidien? Oui, bien sûr. Alors, on peut commencer par des choses très simples. 30 minutes de marche après le déjeuner pour améliorer la digestion et l'utilisation du glucose. Des escaliers au lieu de l'ascenseur. Du gainage 5 minutes par jour pour renforcer la sangle abdominale.
Le HIIT, ou entraînement fractionné de haute intensité, est aussi très efficace pour améliorer la dépense calorique post-exercice. Pour celles et ceux qui recherchent une pratique plus douce, le yoga ou le pilate sont excellents pour tonifier le corps, améliorer la posture et favoriser le bien-être mental. Et côté motivation, Sophie? C'est le nerf de la guerre. Il est utile de se fixer des objectifs réalistes, de suivre ses progrès via une montre connectée ou une application, ou même d'intégrer une dimension sociale avec des groupes de marche, des cours collectifs ou des défis hebdomadaires. L'activité physique doit être vécue comme un plaisir et non une contrainte. C'est cette régularité qui fera toute la différence. Pour finir, un petit jeu de vrai-faux. Tu es prête, Sophie? Toujours, Pierre. Il faut se peser tous les jours pour suivre sa perte de poids. Faux. Le poids fluctue naturellement. Eau, glycogène, cycle menstruel. Une pesée hebdomadaire est suffisante. Les régimes détox permettent d'éliminer les toxines. Vrai et faux. Les reins et le foie assurent déjà cette fonction. Cela dit, soutenir le fonctionnement hépatique avec certains extraits végétaux ou apports en antioxydants peut être intéressant, à condition d'être encadré ou conseillé par un professionnel de santé. Le jeûne intermittent est la meilleure stratégie pour maigrir. Faux. Il peut fonctionner pour certains, mais n'est pas supérieur à une restriction calorique classique si les apports sont égaux. Il faut supprimer totalement le pain et les pâtes pour perdre du poids. Faux. Les féculents sont essentiels à l'équilibre alimentaire. Ce sont leur qualité, complets de préférence, et la portion consommée qui compte. Les glucides complexes apportent de l'énergie durable et favorisent la satiété. Les produits allégés sont toujours meilleurs pour la ligne. Faux. Certains produits allégés en matière grasse sont enrichis en sucre ou en additifs pour compenser le goût. Il vaut mieux consommer un produit classique en petite quantité que son équivalent allégé industriel. Faire du sport à jeun permet de brûler plus de graisse. Faux, mais avec des nuances. L'organisme mobilise davantage les graisses à jeun, mais cela ne signifie pas une perte de poids plus importante sur le long terme. De plus, cette pratique n'est pas adaptée à tout le monde et peut entraîner fatigue ou hypoglycémie chez certaines personnes. Transpirer fait maigrir. Faux. Transpirer élimine de l'eau, mais pas de la graisse. C'est un mécanisme de thermorégulation, pas un indicateur d'efficacité minceur. La vraie perte de masse grasse résulte d'un déficit calorique cumulé dans le temps. Merci Sophie pour cet échange. On retient que l'objectif ne devrait pas être la minceur à tout prix, mais la santé métabolique à long terme. Cela passe par une alimentation durable, une activité physique régulière et une meilleure écoute de son corps. Et si on cherche un soutien complémentaire, il doit toujours être intégré de manière cohérente et individualisée. Et n'oubliez pas, en matière de santé, la prévention reste votre meilleur allié. Anticipez vos besoins en prévision des beaux jours en prenant conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin. Ils sauront vous accompagner dans votre objectif de perte de poids. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.